Et si le passé refusait de se taire? Imaginez, rien qu'un instant, des centaines de lettres, tracées à la main par des soldats africains arrachés à leur village, envoyés combattre sous un drapeau étranger durant les grandes guerres et les conflits coloniaux. Visualisez ces feuilles jaunies, griffonnées entre deux assauts ou à la lueur d'une lampe tempête, chaque mot chargé d'espoir, de peur, de solitude. Ces lettres, adressées à des mères, des épouses, des enfants, mais jamais remises à leur destinataire. Elles ont dormi, invisibles, dans l'ombre des archives pendant des décennies entières, leur voix étouffée sous la poussière de l'oubli. Le destin de ces lettres aurait pu rester scellé. Mais tout bascule lorsqu'un événement improbable survient. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, en visite dans un ancien dépôt d'archives militaires, tombe, presque par hasard, sur ces feuillets oubliés. Il s'attarde, lit en silence, bouleversé par la sincérité brute des mots. Là, il prend une décision radicale. Rendre ses lettres publiques, en ligne, sans filtre, ni censure. Il ne cherche ni provocation ni accusation. Il veut simplement que les voix oubliées résonnent enfin. L'histoire fourmille de gestes similaires, où une découverte fortuite a changé la perception collective. Songez à la publication du « Journal d'Anne Frank », à la révélation des « Lettres de Poilus » lors du centenaire de la Première Guerre mondiale, ou plus loin, aux tablettes cunéiformes de Ninive qui ont transformé notre compréhension de la Mésopotamie. À chaque fois, c'est la force du témoignage individuel qui bouleverse le récit collectif. La réaction à la décision de Traoré est immédiate. En France comme au Burkina Faso, c'est l'électrochoc. On découvre des éclats intimes de vies effacées, des histoires de courage, de trahison, de souffrances silencieuses tenues à l'écart de l'histoire officielle. Les réseaux sociaux s'enflamment, les chaînes de télévision interrompent leurs programmes pour relayer la nouvelle. Parfois, des familles reconnaissent un nom, une écriture, une anecdote mentionnée dans une lettre. Les débats surgissent. Pourquoi ce silence? Qui a voulu effacer ces existences? Et surtout, que faire, maintenant que la vérité frappe à la porte de la mémoire collective? Derrière cette révélation, un risque immense. Laisser passer une chance unique de réhabiliter une mémoire effacée? Ou ouvrir, au contraire, une brèche vers la réconciliation, en Afrique comme en Europe? Cette décision, aussi simple qu'inattendue, peut changer la douleur en dignité, la honte en justice, ou, si l'on détourne le regard, condamner ces voix à l'oubli pour toujours. C'est un moment charnière, semblable à celui où l'Allemagne, dans les années 70, a ouvert ses archives sur la Shoah, ou lorsque l'Afrique du Sud a organisé sa commission Vérité et Réconciliation. Pour saisir la portée de ces lettres et ce qu'elles disent de nous, il faut remonter le fil de l'histoire, celle de ces soldats africains, et du choix délibéré d'étouffer leur voix. Qui étaient ces hommes forcés de se battre loin de chez eux? Pour comprendre, il faut plonger dans l'engrenage des recrutements coloniaux et le silence qui les a suivis. Au tournant du XIXe siècle, la France, comme d'autres puissances coloniales, fait appel à ses colonies pour renforcer ses armées. Pendant la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, des dizaines de milliers d'hommes venus d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, des îles sont enrôlés, parfois de force, parfois contre une promesse de citoyenneté ou de solde. Ils deviennent tirailleurs sénégalais, spahis, goumiers, supplétifs. Les chiffres officiels évoquent plus de 200 000 Africains mobilisés pendant la Première Guerre mondiale et près de 350 000 lors de la Seconde. Beaucoup n'en reviendront jamais. Pourtant, leurs destins se sont dissous dans le silence. Ces soldats venus d'ailleurs ont vécu l'enfer des tranchées, les campagnes d'Italie, d'Indochine, d'Algérie. Ils ont connu la faim, le froid, la malaria, la discrimination dans les rangs, l'éloignement, l'incertitude. Certains, comme Bakary Diallo, ont laissé des mémoires, mais la plupart n'ont eu que la plume pour crier leur détresse dans des lettres jamais remises. Censurées, perdues, parfois détruites, effacées des archives, comme si ces vies n'avaient jamais compté. Dans les villages du Sahel, en Casamance, dans les quartiers de Bamako ou de Bobo-Dioulasso, des mères, des épouses, des enfants ont attendu en vain des nouvelles.
Une anecdote saisissante. Dans le village de Sindou, au Burkina Faso, une vieille femme allume chaque soir une lanterne devant sa case. Elle attend, dit-elle, le retour d'un fils parti en 1944, dont le nom est gravé sur une plaque de bronze à Paris, mais dont elle n'a jamais reçu une lettre. Les voix, les espoirs, les souvenirs de ceux partis se sont dissous dans une mer de silence. Pendant des décennies, la France officielle n'a rien dit, ou presque. Pas de reconnaissance, pas de monument, pas même le droit à la mémoire. Ce silence n'est pas neutre. Il façonne l'histoire collective, prive familles et nations de leur part de vérité, creuse un vide dans l'identité aussi bien en France qu'en Afrique. Entretenir ce silence, c'est accepter une histoire mutilée, où certains sacrifices valent moins que d'autres. On se souvient des monuments aux morts dans chaque village français, mais combien de stèles commémorent le sacrifice de ces combattants africains? Pourtant, sous la surface, le passé attend son heure. Une étincelle peut tout bouleverser. Ouvrir les archives, réveiller les voix étouffées. On l'a vu ailleurs. En Argentine, la découverte des lettres des disparus de la dictature a ravivé la quête de justice. En Espagne, les fosses communes du franquisme n'ont été exhumées qu'à la faveur d'un mouvement populaire. Et voici que le silence se brise. Un événement inattendu va tout changer, la publication des lettres interdites. Ces lettres, longtemps cachées, deviennent soudain un enjeu national. Leur contenu menace de bouleverser l'ordre établi, forçant chacun à regarder l'histoire en face. C'est comme si l'on ouvrait la boîte de Pandore. Au-delà des récits individuels, c'est la légitimité du récit national qui vacille. Les archives, jusqu'alors réservées aux spécialistes, deviennent un trésor commun. Quand la vérité jaillit, elle ne se contente pas d'éclairer le passé. Elle oblige le présent à se regarder en face. Tout commence par un geste anodin. Un clic, et les lettres oubliées de soldats africains jaillissent sur Internet. En quelques jours, une onde de choc traverse la France et le Burkina Faso. Des noms effacés ressurgissent. Dans des foyers français, certains reconnaissent, abasourdis, un ancêtre dont le silence était la seule trace. Rapidement, le pays s'embrase de questions. Pourquoi ces courriers sont-ils restés enfouis si longtemps? Sur les réseaux sociaux, dans les cafés, l'émotion se mêle à la crainte de réveiller de vieilles douleurs. Des familles se lancent dans des recherches généalogiques. Des enseignants improvisent des ateliers sur la mémoire coloniale. Les institutions françaises réagissent avec retenue, invoquant le respect des archives et la stabilité nationale. Mais la société civile refuse d'attendre. Dans les écoles, on lit les lettres à voix haute. Les radios régionales font entendre chaque soir les mots de ces soldats venus du Sahel, de la Casamance, du Bénin. La jeunesse découvre une histoire qu'on lui avait volée, racontée par ceux qui n'avaient jamais pu parler. À l'université de Ouagadougou, un groupe d'étudiants organise une « Nuit des lettres » où chacun vient lire une missive retrouvée, suivie d'un débat sur la restitution de la mémoire. À Ouagadougou et dans d'autres villes africaines, des survivants se dévoilent. Des hommes marqués par l'âge, médailles ternies dans la main, témoignent enfin devant les caméras. Pour la première fois, leur récit perce le voile de l'oubli, brisant des décennies de silence. Certains racontent comment ils ont été privés de leur solde, d'autres comment ils ont été exclus des cérémonies de la libération. Des commémorations spontanées naissent dans les quartiers, sur les places. À Marseille, une femme âgée trouve une photo, un soldat africain, un enfant blond dans les bras. Bouleversée, elle contacte un journaliste burkinabé. « Je n'ai jamais su que l'homme qui a sauvé ma famille était africain. » L'histoire, relayée partout, crée un choc d'empathie. L'Afrique et la France se découvrent un passé commun, longtemps nié. Loin des discours officiels, la jeunesse occupe la rue. À Paris, des étudiants brandissent en silence des copies de ces lettres. Une descendante d'un général avoue que la grandeur de sa lignée repose sur des sacrifices invisibles. Le récit circule, effaçant les frontières, le temps d'un souvenir partagé. Sur les murs de Dakar, des graffitis reprennent des extraits de lettres, transformant la ville en musée à ciel ouvert. Dans les hautes sphères, la tension monte. Certains réclament des excuses, d'autres craignent la division. L'instant est fragile.
Cette mémoire peut ouvrir la voie à la réconciliation ou raviver les blessures anciennes. Des politiques évoquent la nécessité d'un devoir de mémoire, tandis que d'autres redoutent que ressurgissent les démons du passé. Pourtant, une volonté collective émerge. On refuse la surenchère politique et les règlements de compte. L'exigence n'est ni financière ni symbolique, elle est humaine. Une initiative naît pour rendre chaque lettre à la famille concernée, archiver et traduire les mots de part et d'autre. La demande surprise n'est pas l'argent, mais la reconnaissance. Peu à peu, les tensions s'apaisent. Grandit une volonté de comprendre, de relier, de guérir. Les deux pays s'engagent à créer un espace commun de mémoire et invitent l'UNESCO à inscrire cet échange dans le patrimoine mondial. Pour la première fois, la dignité prend le dessus. La mémoire devient un pont, et non plus un mur. Mais la mémoire n'est jamais figée. Sous la surface, d'autres vérités attendent leur heure. Le chemin vers la réconciliation s'annonce semé d'épreuves inattendues. L'exemple sud-africain de la commission Vérité et Réconciliation montre qu'il faut du temps, de la patience et une volonté sincère d'écouter l'autre. Un mot. Parfois, il suffit d'un mot lu à voix haute pour bouleverser toute une mémoire. Prenons le cas de la lettre d'Isaka, soldat africain stationné en Alsace, qui écrit « J'ai froid, je ne sais pas si mon village existe encore ». Ce simple aveu, déchirant, fait écho à des milliers d'autres exilés, hier et aujourd'hui. Les lettres retrouvées, mises en ligne, deviennent le cœur battant d'un soulèvement inédit. Rapidement, une plateforme mondiale naît, La Voix perdue. Des bénévoles, des étudiants, des chercheurs s'unissent à travers le globe pour lire, traduire, faire résonner chaque lettre en français, en mouré, en bambara, en anglais, en arabe. L'élan traverse toutes les frontières. On voit naître des groupes de lecture à Montréal, à Londres, à Bamako, réunissant descendants, historiens et simples citoyens autour de cette mémoire retrouvée. Les musées s'emparent du phénomène. À Ouagadougou, à Dakar, à Paris, des expositions voient le jour. Les universités organisent séminaires et colloques sur la restitution des voix oubliées. Partout, des familles en France et en Afrique découvrent des fragments d'un passé effacé, des traces d'ancêtres longtemps niés par l'histoire officielle. La lecture publique des lettres devient un rituel. Dans les villages, sur les places, à la radio, jusque dans le cœur de Paris, les mots des soldats africains retentissent, portés par des voix de tous âges. Le choc est profond. De jeunes Français découvrent que leur histoire familiale n'est pas celle qu'on leur avait racontée. En Afrique, des familles entendent parfois pour la première fois le nom d'un aïeul mort loin des siens, dont le sacrifice était resté dans l'ombre. C'est alors que le président Traoré lance l'initiative « Les lettres qui vivent ». Il proclame qu'il ne réclamera ni compensation financière, ni excuse officielle. Ce qu'il demande, c'est la dignité de la mémoire. Les lettres seront traduites, restituées aux familles, archivées à l'UNESCO et partagées dans des espaces communs entre le Burkina Faso et la France. L'effet domino est immédiat. Certaines ONG françaises suspendent des programmes par réflexe. Mais très vite, la société civile prend le relais. Des descendants de soldats français réclament la reconnaissance d'une dette morale envers les frères d'armes africains. Des jeunes Africains, de plus en plus nombreux, créent des clubs de lecture, des podcasts, de nouveaux récits dans les médias. Le rapport à l'histoire se transforme. Ce ne sont plus les débats de spécialistes, mais une réappropriation populaire, transgénérationnelle, transnationale. Grâce à La Voix perdue, chaque lettre devient un pont, chaque lecture, un geste de réparation symbolique. On voit naître des initiatives locales. À Saint-Louis du Sénégal, une école rebaptise ses classes du nom des soldats retrouvés. À Bordeaux, une fresque murale rend hommage aux tirailleurs. Le Burkina Faso n'impose rien. Il invite à une réconciliation sans humiliation, sans marchandage. Il démontre la force du récit. Redonner visage et parole à ceux qu'on avait condamnés au silence, c'est restaurer la souveraineté, non seulement d'un État, mais de la mémoire humaine elle-même. Mais le danger subsiste. Laisser cette chance s'échapper, c'est refermer la parenthèse, replonger dans l'oubli,
abandonner la mémoire commune à la déshumanisation. L'exemple du Rwanda, où le silence sur le génocide a failli empêcher la reconstruction nationale, rappelle à quel point le travail de mémoire est vital. Vient alors le moment d'affronter la vérité mise à nu, de comprendre pourquoi raconter et entendre ces histoires peut réinventer notre manière d'être au monde. Il ne s'agit pas d'ouvrir de vieilles blessures pour le plaisir, mais de permettre à la société de grandir, d'éviter la répétition des injustices. Comme le dit l'historienne Myriam Kotias, on ne se libère du passé qu'à condition de le regarder en face. Mais tout le monde n'accepte pas ce bouleversement. Dans l'ombre, certains s'organisent pour faire taire ces voix retrouvées. Des groupes conservateurs, en France et en Afrique, dénoncent une manipulation de l'histoire, craignant que le récit national s'effondre. Pourtant, la marée ne peut plus être contenue. Et si la vraie puissance résidait dans le fait de rendre la parole à ceux qui ont été effacés? Au Burkina Faso, il ne s'agit pas seulement de réclamer des réparations ou d'attendre des excuses. Ici, la mémoire devient un outil de reconstruction. Se souvenir, c'est refuser l'effacement et offrir une seconde vie à ceux que l'histoire a relégués dans l'ombre. Les écoles intègrent ces lettres dans leurs programmes, les radios diffusent des séries documentaires, les artistes s'en inspirent pour écrire des chansons ou créer des pièces de théâtre. La publication des lettres n'a pas visé l'humiliation ni la revanche. Elle a choisi la dignité et le respect du silence, pour ceux qui ne pouvaient plus parler. Ce geste discret a bouleversé l'ordre établi. Soudain, la souveraineté ne s'incarne plus dans la domination, mais dans la capacité de partager une mémoire vraie, qui libère. Comme lors du procès Eichmann à Jérusalem, où la parole des victimes a brisé le carcan du silence, l'Afrique montre qu'on peut guérir sans humilier. Ce type de leadership ne brandit pas la rancœur. Il ne cherche pas la victoire facile. Il propose quelque chose de plus radical. Recoudre le tissu invisible entre les peuples, là où l'oubli avait creusé des abîmes. Offrir cette mémoire, c'est affirmer une dignité retrouvée et exercer un pouvoir nouveau. Celui de réinventer le récit commun, sans accuser ni réclamer, mais en révélant la vérité des vies effacées. L'impact dépasse largement le Burkina Faso. Dans chaque pays, dans chaque famille, la mémoire oubliée devient une chance de réparer, de réconcilier, de redonner du sens à ce qui semblait perdu. Mais un choix s'impose. Allons-nous nous inspirer de cette démarche pour transformer notre propre histoire, ou laisserons-nous l'oubli et le ressentiment creuser d'autres fractures? Les États-Unis, avec le mouvement Black Lives Matter, ont récemment entamé un processus similaire de relecture du passé. Ici, la souveraineté naît de la mémoire partagée. Refuser la violence, préférer l'écoute et la restitution, c'est peut-être le geste le plus révolutionnaire face aux héritages toxiques. C'est donner à chacun, même aux oubliés, une place dans la mémoire collective. En Afrique du Sud, la reconnaissance de la souffrance des victimes de l'apartheid a permis d'envisager un avenir commun. Mais la question demeure. Que pouvons-nous, chacun à notre échelle, faire de cette leçon? Il ne suffit pas de lire ou d'écouter. Il faut agir. Voici quelques pistes. Organiser des ateliers de lecture dans les écoles, lancer des podcasts ou des vidéos pour donner la parole aux descendants, créer des archives familiales accessibles à tous. En France, des associations comme Mémoires et Partage œuvrent déjà en ce sens. Car la mémoire n'est pas un luxe d'historien, elle façonne notre avenir. À nous de choisir ce que nous transmettrons et à qui nous donnerons enfin la parole. Dans chaque geste, chaque récit partagé, nous tissons la trame d'un monde plus juste, où nul sacrifice n'est oublié. L'histoire n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on choisit de transmettre, mot après mot, geste après geste. À travers ces lettres enfin dévoilées, le passé n'est plus un silence imposé. Il devient un choix vivant. Écouter ce qui dérange, rendre justice à ceux dont la voix a été confisquée. Chaque mot retrouvé devient une résistance à l'oubli, une pierre posée pour bâtir une mémoire partagée et digne. Le risque aujourd'hui n'est pas seulement de perdre des archives ou des souvenirs. C'est de laisser disparaître l'occasion irremplaçable de réparer sans haine, de comprendre sans humilier, d'honorer sans effacer le passé de l'autre. Si ces lettres retournent dormir dans les tiroirs,
la mémoire retombera dans le silence, et la dignité restera mutilée, captive d'un récit inachevé. Ce que le Burkina Faso a accompli dépasse toute demande d'excuses ou de compensation matérielle. C'est une invitation à reconsidérer le pouvoir, ce pouvoir de dire « nous avons existé, nous avons été aimés, blessés, nous avons lutté ». Reprendre la main sur le récit, c'est affirmer une souveraineté qui ne dépend ni d'un décret, ni d'une reconnaissance extérieure, mais d'une volonté de raconter, de transmettre, de guérir. À chaque lettre lue à la radio, à chaque nom retrouvé dans une école, une réparation silencieuse s'opère. On ne rend pas la vie aux disparus, mais on restaure leur humanité. Ce n'est pas une revanche, mais une paix possible, enracinée dans la justice et dans le refus obstiné de l'oubli. C'est en cela que le geste du Burkina Faso s'inscrit dans la lignée des grandes réconciliations historiques, celles qui privilégient la vérité et la dignité sur la vengeance. En France comme au Burkina Faso, quelque chose a basculé. Les descendants se découvrent liés, non par le sang, mais par la vérité partagée. Les jeunes comprennent que l'histoire n'est pas figée, qu'elle peut être réécrite avec courage et humilité. Les anciens voient enfin leur sacrifice reconnu, non par décret, mais par la force d'une mémoire libérée. Ce geste, aussi simple qu'il paraisse, redéfinit la manière dont une nation, et, avec elle, tout un continent, affirme sa dignité. En réhabilitant la voix des oubliés, nous refusons la fatalité du silence et la spirale de la vengeance. Nous réinventons la justice, non en exigeant, mais en transmettant, en honorant, en écoutant. Alors, que reste-t-il à faire? N'attendons pas que l'histoire soit dictée par d'autres. Allumons la mémoire, portons-la, partageons-la. Chacun de nous, où qu'il soit, peut poser une pierre pour que ces voix longtemps tues continuent de vivre, non comme une leçon de douleur, mais comme une promesse de paix. Organisons des lectures publiques, racontons ces histoires à nos enfants, écrivons-nous aussi à ceux qui viendront après nous. Car la mémoire, quand elle est choisie et portée ensemble, devient la plus solide des fondations pour bâtir la justice à venir. C'est le défi de notre génération, ne pas refermer le livre du passé, mais en écrire les pages manquantes, main dans la main, pour que jamais plus une voix ne soit condamnée au silence.